Cher Pierre Lévy, merci beaucoup pour l'occasion de cet entretien. Il s'inscrit dans le cadre des activités des cycles des humanités, idées et débats en philosophie et sciences sociales, qui est organisé chaque mois au cours de l'année par l'Atelier des humanités et le Consulat de France à Rio de Janeiro, avec le soutien de l'Institut français. Notre dernière rencontre de l'année 2020, qui avait le titre provocateur, vers une humanité numérique, a proposé de réfléchir à l'impact de la numérisation du monde sur la connaissance, la culture et la démocratie. Alors, votre aval, Monsieur Lévy, est fondamental pour notre réflexion sur le temps présent, puisque vous êtes pionnière sur ce thème depuis 1990. Merci beaucoup, Pierre Lévy, pour l'occasion. D'accord. Bon, juste pour préciser, c'est, je dirais, depuis 1987, parce que mon premier livre sur ce sujet, qui s'appelait La machine La univers, machine univers. voilà, était de 87 en français. Voilà. L'édition française à la découverte. Voilà. Parfait. La première question. Commençons pour parler un peu de votre trajectoire de recherche et de vos interlocuteurs intellectuels. En effet, la tradition française sur les techniques et la technologie est l'une des plus fécondes du siècle, réunissant des auteurs tels que Marcel Mauss, André Lerroy-Gourhan, Michel Serres, Deleuze, Guattari, Simondon, Debré, voilà. Je crois que vous êtes l'un des représentants légitimes de cette tradition et un également des passages inattendus dans la tradition philosophique médiévale et des œuvres d'auteurs singuliers comme Teilhard de Chardin. D'abord, pouvez-vous nous dire quelle est votre place là et comment les traditions de pensée se traduisent dans une recherche pionnière sur l'impact de l'Internet et de la cyberculture sur la connaissance, la pensée, la culture et la démocratie? Bon, alors, d'abord, je voudrais peut-être souligner l'importance qu'a eu pour moi les pensées anthropologiques. Vous avez cité Marcel Mauss, que j'ai beaucoup lu, que j'apprécie énormément. Vous avez cité Lerroy-Gourhan. Alors, pour Marcel Mauss, c'est cette notion de phénomène social total appliqué aux sociétés humaines, bien entendu, donc avec une dimension symbolique très forte, une dimension symbolique qui traverse les distinctions habituelles qu'on fait entre la politique, la sociologie, l'économie, la religion, etc. Marcel Mauss a vraiment une vue très unificatrice que j'apprécie énormément. Alors pour André Lerroy-Gourhan, c'est, disons, le fait qu'il a montré le caractère indissociable du langage et de l'organisation symbolique et de la technique. Il a montré que la technique ne faisait qu'un avec l'émergence de cette espèce symbolique qu'était l'humanité. Donc pour moi, évidemment, je suis un héritier de Lerroy-Gourhan. Il y a aussi d'autres pensées anthropologiques. Là, je me souviens plus du nom de l'auteur, mais oui, c'est ça, c'est Jack Goody. Alors, Jack Goody, c'est un auteur, je crois, anglais, qui a étudié l'impact de l'écriture sur la pensée et l'organisation sociale. Alors voilà, ça fait tout un tas de réflexions. Et je dois dire que, bon, je pourrais aussi classer McLuhan, qui m'a beaucoup influencé, dans cette pensée anthropologique de long terme. Parce que c'est en lisant tous ces anthropologues et tous ces penseurs que j'ai commencé à raisonner en termes de grandes périodes dans l'histoire de l'humanité. La période orale, la période, on dirait, scribale, dans laquelle, disons, au moins au début, les élites savaient lire et écrire et donc ont eu un impact très grand sur l'organisation sociale, économique, religieuse, etc. Et puis ensuite, une période que je pourrais appeler lettrée, c'est-à-dire
celle des grands empires alphabétiques, romains, grecs, perses. Voilà, on peut même mettre, disons, à partir de Confucius, mettre la Chine dans cet univers des lettrés, où là, l'écriture et la lecture commencent à se répandre, ce n'est plus une caste fermée, et où l'organisation sociale, les religions, les représentations mentales, etc., évoluent. Puis ensuite, bien sûr, il y a eu l'imprimerie et tout le développement de la mécanisation de la communication. Alors, de la communication, de la mémoire, de la pensée, enfin, beaucoup de choses qui vont ensemble. Et pour moi, le numérique, c'est au fond une ère de l'évolution culturelle, n'est-ce pas? Donc, je vois ça toujours à très, très long terme. Et je pense que nous sommes vraiment au début de l'ère numérique, hein, et que d'une certaine façon, on n'a encore rien vu. Alors, je rappelle que à la fin du XXe siècle, en gros, bon, il y avait peut-être 1% de la population qui était branchée sur Internet. Aujourd'hui, on est à 60%. Ce qui fait en un quart de siècle une augmentation absolument énorme. Et c'est pas fini, c'est-à-dire que si vous regardez la courbe, voilà, on va aller probablement assez rapidement à 90% de l'humanité branchée, puis ensuite la courbe va redescendre. Donc, parmi tous les gens que vous citez, il y a pour moi, ce qui est important, c'est l'approche anthropologique. Bon, vous avez parlé de Simondon, vous avez parlé, bon, évidemment, Michel Serres, c'était mon professeur, donc j'ai été extrêmement influencé par lui, l'importance de la communication, etc. Et puis aussi une, une, un regard porté sur l'histoire humaine qui est organisé par le filtre de l'histoire des sciences, c'est-à-dire comme la succession de différents modes de connaissance. Voilà. Voilà, il y en a d'autres, bien sûr. Alors, bon, par exemple, vous avez parlé de Stigler. Alors, bon, moi, j'ai moins apprécié ces derniers travaux un petit peu, comment dire, ésotériques et peut-être extrémistes. Mais j'ai beaucoup aimé son premier travail, toute la réflexion sur la mémoire, sur l'histoire de la mémoire, la technologie de la mémoire, etc., qui m'occupe encore aujourd'hui. C'est cette question de la mémoire aujourd'hui. Qui détient la mémoire, comment elle est organisée, comment on exploite la mémoire, etc. Évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes réponses à ces questions-là qu'on peut faire aujourd'hui et qu'on pouvait faire à la fin du XXe siècle, par exemple. Parfait. La seconde question que je pense de le faire est sur l'essor d'Internet, de la culture numérique, du cyberspace, que vous avez suivi au cours de cette 33 années de la machine univers de 1987, en passant por les technologies de l'intelligence, l'idéographie dynamique, l'intelligence collective, etc. Un concept de départ de votre rêve est celui de l'intelligence collective. Pourriez-vous nous préciser ce qu'est l'intelligence collective et parler un peu plus, non seulement sur les étapes que vous avez dit, mais sur les milieux algorithmiques, comment il émerge dans notre début de l'ère numérique? Voilà. Alors, bon, l'intelligence collective, c'est un terme qui a été, je crois, même avant que je publie mon livre en 94, enfin, probablement en même temps, parce que je crois que la même année où j'ai publié mon livre s'appelait L'intelligence collective. Il y a un collectif d'éthologues ou d'éthologistes, je ne sais pas comment vous dites, qui a publié un livre avec exactement le même titre, mais il s'agissait de l'intelligence collective animale, n'est-ce pas? Donc, toutes les espèces sociales ont une forme d'intelligence collective, c'est-à-dire de collaboration, coopération, échange d'informations utiles, etc. Et
ce qui est le plus intéressant, c'est la notion d'intelligence collective émergente. Par exemple, dans les sociétés d'insectes. Pourquoi? Parce que c'est assez clair qu'une fourmi n'est pas très intelligente en elle-même, quoique on peut communiquer avec une fourmi, presque dialoguer avec elle, etc. C'est pas un être, comment dire, c'est pas une pure machine, c'est un être sensible, une fourmi. Mais la fourmilière a évidemment des capacités cognitives bien supérieures à celles de la fourmi. Et ce sont les éthologues qui ont d'abord étudié la façon dont les fourmis avaient de communiquer, de résoudre des problèmes, etc. Et en particulier, c'est cette approche de la communication stigmergique. C'est-à-dire que les fourmis ne s'envoient pas des messages l'une à l'autre, où elles peuvent le faire, mais de façon marginale. Ce qu'elles font, c'est qu'elles laissent des traces dans l'environnement. Et que c'est en fonction des traces qu'elles laissent collectivement dans l'environnement, une espèce de mémoire commune qu'elles fabriquent, qu'elles s'orientent et qu'elles prennent des décisions individuellement. Donc, il y a toujours une espèce d'état commun de la pensée ou de mémoire commune qui est la base de cette intelligence collective. Alors, l'intelligence collective humaine, puisque nous sommes une espèce sociale, donc on a une intelligence collective comme les autres espèces sociales, mais elle est évidemment extraordinairement augmentée par le langage, par les techniques, par les institutions sociales complexes, par le fait qu'on est capable de transmettre des choses d'une génération à l'autre, c'est-à-dire qu'on a une évolution culturelle et pas seulement une évolution biologique. Bon, j'ai esquissé tout à l'heure une périodisation, société, enfin intelligence collective, si vous voulez, orale, scribale, lettrée, imprimée ou industrielle et maintenant numérique. Alors, dans ce médium algorithmique, je crois que nous sommes en train de retrouver alors, bon, avant de dire que nous sommes en train de retrouver la communication stigmergique des animaux, je vais caractériser un petit peu le médium algorithmique, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où les symboles que nous produisons pour communiquer, pour enregistrer les choses, pour réfléchir, etc., tous ces symboles sont numérisés, c'est-à-dire sont codés à la base en 0 et en 1, et les symboles peuvent être les images, la musique, les textes, n'importe quoi. Hein. Et ils sont manipulés par des petits robots, que j'appelle les algorithmes, justement, de manière évidemment automatique, puisque c'est des robots. Alors c'est la première fois dans l'histoire qu'on a des machines qui non seulement reproduisent les symboles ou les transmettent avec une grande vitesse ou un grand débit, mais qui en plus les transforment, sont capables de les modifier et de s'associer pour les modifier de façon extrêmement complexe, y compris toutes les techniques d'intelligence artificielle, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pour ça que je parle de médium algorithmique. Alors, ce médium, il a une caractéristique qui est d'abord d'être animé par des algorithmes, et puis ensuite, qui est d'être quasiment ubiquitaire sur la surface terrestre, n'est-ce pas? Puisque ce qui est sur le web va pouvoir être lu ou modifié, on va pouvoir faire un commentaire de n'importe quel endroit. C'est-à-dire que dès que c'est quelque part sur Internet, eh ben, c'est virtuellement partout. Évidemment, c'est une tendance, ce n'est pas absolument exact, mais c'est ça. Alors, si on a cette omniprésence plus cette possibilité de manipulation automatique, eh bien, on voit qu'on a un environnement de manipulation symbolique qui est complètement différent de celui des autres. Alors, comment l'intelligence collective peut s'approprier, l'intelligence collective humaine peut s'approprier ce nouvel environnement de communication? Je pense que c'est principalement sur un mode stigmergique, et en fait, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que nous contribuons tous à une mémoire commune et nous sommes capables aussi de la lire. Et c'est par l'intermédiaire de ce processus de lecture-écriture dans une mémoire collaborative ou commune que se fait de plus en plus l'intelligence collective. Alors, les médias sociaux, Wikipédia, le logiciel libre, enfin, il y a plein d'exemples de ce processus, bien sûr.
Je vous considère comme un penseur optimiste et propositif. Il y a une Oui, chose différente d'un sens commun oui, c'est académique. ça. Vos français, surtout. En plus, oui. Vos œuvres expriment les promesses d'émancipation humaine, de démocratisation des connaissances de la culture qui sont à l'origine d'Internet et de la cyberculture. En effet, né, il est passé beaucoup de choses au cours de ces 33 années que vous avez suivi de près. Aujourd'hui, un climat de désenchantement général prévaut, avec une grande attention portée aux effets pervers de l'Internet et des réseaux sociaux sur la culture, la sphère publique et la démocratie. En matière de devenir numérique de l'humain et de la société, nous sommes immédiatement rapportés aux fake news et populisme, à la cyberguerre et les hypervigilances, aux fragmentations culturelles et au lynchage virtuel, au chômage de masse et aux dispossessions de l'intelligence, à la mercantilisation de l'information et les hyperconcentrations corporatives, etc. Eh bien, vous, qui êtes interprète d'une cyberculture promise à cyberdémocratie, que la voie promise à l'intelligence collective élargie, de réfléchir, démocratisée, comment vous interprétez ces processus? Bon. Alors, d'abord, un petit commentaire sur mon livre qui s'appelait L'intelligence collective, justement, qui a été publié en 94, mais qui a été écrit avant l'apparition du web. C'est-à-dire, quand j'ai écrit ce livre, le web n'existait même pas. Il y avait Internet, mais il n'y avait pas encore le web. D'ailleurs, le mot web, vous ne le trouverez pas dans le livre. Alors, ce livre était un livre en fait, de réflexion sur ce que Edgar Morin, encore quelqu'un qui m'a influencé, je sais qu'il est populaire au Brésil, appelle une politique de civilisation, n'est-ce pas? C'était ça. Donc, j'avais fait une prédiction qui était pas du tout universellement partagée au début des années 90, c'est que Internet deviendrait le principal médium de communication et de mémoire de l'humanité. Et ça c'est en train de se réaliser. C'est pas encore complètement réalisé, mais c'est clairement en train de se réaliser. Et là, je disais, bon, puisque nous avons ce nouveau médium de communication, quel est le meilleur usage possible? Et ma réponse était d'augmenter l'intelligence collective humaine, de s'appuyer sur ce médium pour autant que possible augmenter notre intelligence collective. Et j'ajouterais d'ailleurs aujourd'hui que cette intelligence collective devrait, mais vous voyez qu'il s'agit d'une modalité déontique. Je ne dis pas que ça va se passer ou que c'est en train de se passer, je dis que ça devrait se passer, donc c'est une option éthique. Cette intelligence collective devrait être la plus réflexive possible. C'est-à-dire nous devrions être capables d'observer la manière dont nous pensons ensemble et de faire évoluer cette manière de penser en fonction de ce que nous observons. Voilà. Donc ça, c'est la grande orientation que je propose, n'est-ce pas? Alors maintenant, est-ce que c'est ça qui s'est passé? Bon, clairement, non. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un non absolu parce qu'il y a Wikipédia qui a un fonctionnement en intelligence collective, parce qu'il y a le logiciel libre, parce qu'il y a des tas de méthodes pédagogiques innovantes qui utilisent la collaboration par Internet. Alors, ces méthodes pédagogiques innovantes, hein, ce n'est pas les cours Zoom pendant 2 heures où les étudiants sont à l'autre bout et ne réagissent pas, hein, bien entendu. Je parle d'une vraie utilisation des possibilités interactives d'Internet par un partage de mémoire, etc. Alors, il y a beaucoup de possibilités d'intelligence collective. Pour vous donner juste un exemple,
personnellement, bon, je suis un peu sur tous les médias sociaux, plus comme observateur pour comprendre comment ça se passe, mais sur certains, je suis très actif, par exemple sur Twitter. Alors, si vous allez sur mon compte Twitter, @PLEVY, eh bien, vous allez voir que j'ai des listes et ce sont des listes qui sont par zone géographique ou par discipline scientifique ou par problème technique. Et quand je consulte une de ces listes, eh bien, j'ai un peu tous les points de vue sur cette région géographique, ce problème technique ou cette discipline scientifique. Alors ça, c'est quelque chose que je n'aurais absolument pas pu faire, cet outil de veille que je n'aurais absolument pas pu faire avant l'existence d'Internet. Vous voyez, et beaucoup de gens font comme moi. Bien sûr, c'est un usage savant ou minoritaire, mais qui est là, qui est possible, et que j'ai personnellement essayé d'enseigner à mes étudiants. Bon, alors ça, c'est pour les perspectives d'intelligence collective. Maintenant, pour le reste, bon, insister sur l'aspect négatif des choses, remarquez que c'est ce que la presse fait toujours. Hein, on ne fait jamais des gros titres. Dans cette région, les gens sont heureux. Non, ça n'existe pas. C'est toujours, il y a une catastrophe, il y a un scandale, il y a une injustice, etc. Bon, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Et même à mon époque, quand j'ai commencé à écrire sur l'Internet, les médias de l'Internet, quoi. Mais c'était la domination américaine, c'était la pédophilie, c'était le terrorisme, c'était, etc. Bon, donc personne ne voyait les possibilités, enfin pas personne, il y avait d'autres gens qui voyaient les possibilités positives, mais ce n'était pas médiatisé. Bon. Alors, aujourd'hui, je dirais que, bon, je pense que dans la liste que vous avez fait, est-ce que vous avez mis la surveillance? Bon, très bien. Oui, oui, Alors oui. donc, vous avez fait une très belle liste des choses effrayantes. Alors, moi, je parlerai en fait de l'émergence d'une nouvelle forme politique que j'appelle l'État plateforme. Alors, qu'est-ce que c'est une plateforme? C'est en fait un ensemble de centres de données, c'est-à-dire le vrai matériel, le vrai ordinateur sur lequel les données sont enregistrées et traitées. Tout ça, ça se passe dans des bâtiments extrêmement vastes qui sont plus ou moins cachés, qu'on essaye de rendre invisibles aux drones, qui sont alimentés par des petites centrales électriques, etc. Donc ça, c'est la vraie infrastructure matérielle, si vous voulez. Alors les gens qui possèdent l'infrastructure matérielle de l'Internet, ce sont d'abord les plus riches du monde, d'accord? C'est ceux qui ont la capitalisation boursière la plus élevée. Ça fait 10 ans qu'ils ont dépassé les pétrolières, par exemple, et les banques et tout ça. Ils sont plus riches que tout le monde. Et non seulement ils ont ce pouvoir économique, mais ils ont surtout un pouvoir politique. Alors, pouvoir politique, bon, d'abord, de plus en plus, c'est eux qui vont contrôler la monnaie. C'est avec les crypto-monnaies ou autres. Hein. Ce sont eux qui contrôlent le cadastre, les cartes, l'organisation de la géographique, l'information géographique. Ce sont eux qui, d'une certaine façon, sont en charge, bon, de plus en plus de l'enseignement. Et alors, bon, on pourrait faire une liste quasiment de toutes les fonctions régaliennes. Vous avez parlé de la cyberguerre, etc. Bon, alors, c'est fonctions régalières, c'est-à-dire les grandes fonctions sociales qui relèvent du gouvernement ou de l'exécutif, etc. Mais parmi toutes ces fonctions, peut-être une des plus importantes, c'est celle de l'organisation de l'espace public. Et là, ce qu'on est en train de voir se mettre en place, aussi bien en Chine qu'aux États-Unis, parce que c'est les deux pays où se trouvent les grandes plateformes, finalement, eh bien, c'est une espèce de fusion du pouvoir politique et du pouvoir des plateformes, dans lequel on ne sait plus très bien
qui réellement dirige qui. Et dans lequel, au fond, ce sont les plateformes qui prennent la direction des opérations en termes de contrôle social, de contrôle de la parole publique, etc. Alors bon, pour la Chine, c'est pas tellement besoin de faire de longues démonstrations parce que c'est assez évident, mais c'est d'une certaine façon ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Et particulièrement depuis la victoire de Joe Biden, parce qu'on pourrait dire d'une certaine façon que Trump représentait, sur le plan économique, un peu les intérêts des secteurs économiques en déclin, comme le pétrole, enfin les industries carbonifères, si vous voulez. Et puis Biden, lui, carrément pris le parti des nouvelles entreprises numériques. Et là, dans son gouvernement ou dans son entourage, il y a tous les gens qui sont à la direction de ces entreprises. Ils le sont déjà au niveau, par exemple, de l'armée aux États-Unis ou au niveau d'autres grands fonctions gouvernementales. Mais là, maintenant, ça devient quasiment officiel. Donc, donc moi, ce que je dis, c'est que de même que l'État-nation était apparu à nouvelle forme politique à partir du XVIe siècle et s'était construite sur l'imprimerie. Alors, les Provinces-Unies, la Hollande, la France, l'Angleterre, l'Espagne, c'est les premiers États-nations, unification de la langue, etc. Et puis, progressivement, c'est un modèle qui s'est répandu dans le reste du monde et qui est aujourd'hui universellement adopté. Bon, ben là, ce qui est en train de naître aujourd'hui, c'est une nouvelle forme politique, c'est l'État plateforme, avec une intégration, si vous voulez, de toutes les fonctions régaliennes par les grandes plateformes et avec une fusion politico-économique. Alors, c'est un processus que moi j'observe, si vous voulez, qui n'est certainement pas achevé, qui est en train de se faire, qui peut prendre telle ou telle orientation, mais en tout cas, c'est à peu près, enfin, pour moi, c'est la forme politique de l'avenir. Je ne veux pas dire que je suis ravi de ça, n'est-ce pas? Mais je suis bien obligé de le constater. Hein. Voilà. Parfait. Tout cela nous conduit à des propositions concrètes pour le développement des plateformes, d'outils qui rendent possible une intelligence collective démocratique. Ces dernières années, vous vous êtes consacré à la création d'un métalangage de l'économie de l'information, Information Economy Metalanguage. Certes, il y a de nombreux de telles techniques que nous n'avons pas la possibilité d'aborder ici. Cependant, pourriez-vous nous dire quels sont les objectifs du projet et à quel stade il se trouve et aussi nous faire comprendre l'importance d'un métalangage e de uma sémantique pour la constituição d'un bon écosystème d'idées non régaliennes. Non, voilà, voilà. Alors, bon, d'abord, il faut bien comprendre que le support de la mémoire aujourd'hui, ce sont les données numérisées. D'accord. Donc, je pense qu'il n'y a plus aucun doute là-dessus. Il y a 30 ans, les gens n'étaient pas d'accord ou n'étaient pas contents, mais enfin maintenant, bon, c'est la réalité. Alors, à partir de ce moment-là, l'organisation de la mémoire, si la mémoire, c'est les données, l'organisation de la mémoire, ce sont les métadonnées. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que les métadonnées? Vous avez une bibliothèque, par exemple, cette belle bibliothèque qui est derrière vous. Les données, c'est les livres, d'accord? Et les métadonnées, c'est dans une bibliothèque classique, c'est l'ensemble de fiches qui décrivent les livres, alors le titre, l'auteur, etc. Et aussi le sujet, de quoi ça parle, quel est le contenu, etc. Quels sont les liens entre les différents livres. Vous avez lu celui-là, ça vous donne l'idée générale. Si vous voulez approfondir, lisez celui-là, etc. Alors tout ça, ce sont les métadonnées.
c'est-à-dire que tout ce qui permet d'organiser les données, tout ce qui permet de faire sens à partir d'une masse de données. Alors aujourd'hui, on a des masses de données énormes. Comment fait-on sens? Voilà. Ça, c'est la grande question qui est posée. Alors, les réponses qui sont données, ce sont celles de ce qu'on appelle le web sémantique. Bon, selon moi, c'est un titre qui est un petit peu usurpé parce que ce n'est pas vraiment un web sémantique. Donc, c'est un système de métadonnées, en fait, mais qui est organisé par ontologie, c'est-à-dire vous décrivez un domaine de connaissances, les grands concepts, les relations entre ces concepts, et puis vous classez les données à l'intérieur de cette ontologie. Et ça vous permet de faire un peu de raisonnement automatique et de vous guider à l'intérieur des classes et des sous-classes conceptuelles. Alors, le problème, c'est que vous avez un très grand nombre d'ontologies, c'est-à-dire de systèmes d'organisation. Il y a des fichiers, enfin, disons des normes de représentation des ontologies qui sont universelles. En fait, ce sont des normes sur les fichiers, alors HTML, RDF, etc. Mais sur le contenu, sur les relations entre les ontologies, là, il n'y a pas d'interopérabilité. Alors, les concepts sont exprimés en anglais, donc déjà, enfin, ou en portugais, ou en français, etc. Et ça ne se traduit pas facilement. Et puis, chaque domaine de connaissance a sa propre organisation. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est de créer, enfin, ce que j'ai fait en réalité, ce que je suis en train de le développer, c'est une langue qui permet de dire absolument tout ce qu'on veut, exactement comme le français ou le portugais ou le russe ou le chinois, mais qui, en même temps, soit calculable, dont les relations sémantiques soient calculables. Et quelle que soit l'organisation des données que vous programmez avec cette langue, elle est compatible avec une autre organisation des données que vous programmez avec la même langue. Et les connexions se font automatiquement. Alors, bon, je considère que c'est un grand pas en avant dans le domaine de l'organisation de la mémoire, puisque c'est le début de l'interopérabilité sémantique. Et en même temps, on a quelque chose qui est purement humain, c'est-à-dire le langage, la puissance d'expression linguistique et la capacité de calcul. Donc, on met en relation les deux. Alors, vous allez me dire, oui, mais Google Translate, ils font déjà ça. Alors, Google Translate, il calcule des traductions à partir de corrélations statistiques. Ils ne comprennent pas le sens des textes. C'est-à-dire, il ne lit pas un texte, il comprend le sens et là, il fait la traduction. Non, il consulte d'énormes corpus de données traduites et statistiquement, il dit ceci doit correspondre à cela. Donc, vous voyez que c'est deux approches complètement différentes. Donc, moi, ce que je fais, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence collective augmentée, n'est-ce pas? En donnant aux gens une langue qui se traduit dans les langues naturelles, parce que bien sûr, je ne vais pas demander aux gens d'apprendre des codes, et qui en même temps traduit tous les domaines de connaissances les uns dans les autres et qui vous permet d'organiser vos métadonnées exactement comme vous voulez. Donc voilà, en gros, le projet. Parfait. Pour faire la conclusion, une dernière question. Je crois que nous sommes arrivés pour cela, pour ce que vous avez dit, à une confluence entre l'émergence d'une humanité numérique et l'urgence des humanités numériques. Et le projet est une condition pour ça. Exactement. Et en d'autres termes, la numérisation des processus cognitifs et sociaux nous apporte une révolution de la production de connaissances en sciences humaines.
les humanités numériques en émergence. Quelle serait cette forme de connaissance appelée pour de nombreuses humanités numériques et quel serait son rapport avec les objectifs d'une pensée critique autonome et éthique, ainsi que d'une culture créatrice et démocratique? Alors, ça fait beaucoup de choses, mais vous avez très bien, d'une certaine façon, anticipé ma réponse, parce que je crois que tout ça est très lié. Alors, bon, peut-être pour utiliser une image frappante, de même que l'arrivée de l'imprimerie et la résolution du problème de la mémoire par l'établissement de grandes bibliothèques, puis aussi les nouveaux instruments d'observation, etc., l'arrivée de l'imprimerie a été la condition de possibilité de la révolution des sciences de la nature au XVIIe et XVIIIe siècle. Eh bien, je crois que la numérisation va être la condition de possibilité de l'émergence de véritables sciences humaines, d'une révolution dans les sciences humaines. Parce que nous avons aujourd'hui une quantité de données incroyables sur les relations sociales, tout ce qui est produit, au fond, par nos interactions dans les médias sociaux, sur Internet, etc. Tout cela, aujourd'hui, n'est utilisé que pour une seule chose, du marketing, n'est-ce pas? Mais très peu pour une compréhension des processus sociaux. Alors, est-ce que les sciences humaines se sont emparées de ces nouvelles possibilités? Bon, je pense qu'elles commencent à le faire et c'est ce qu'on appelle les digital humanities. Alors, non seulement on a beaucoup plus de données qu'avant, mais pour traiter ces données, on a aussi une puissance de calcul dont on ne disposait absolument pas avant. On a aussi des moyens de collaboration pour les équipes de chercheurs en sciences humaines grâce à Internet qui vont aussi donner plus de puissance aux sciences sociales et aux sciences humaines. Et puis, bon, c'est clair qu'aujourd'hui, la plupart des projets de recherche dans les humanités et dans les sciences sociales s'appuient sur ça commence par construire une base de données et par exploiter cette base de données, n'est-ce pas? Alors, si le langage que j'ai inventé était utilisé pour les bibliothèques, pour les bases de données, en tout cas au départ, les données des musées, enfin tout ce qui est public déjà pour commencer, tout ce qui est produit par la recherche, etc., eh bien, ça permettrait, je pense, une avancée extraordinaire des sciences humaines. Mais ça, c'est quelque chose qui va venir vraiment avec le temps. On ne peut pas fonder des espoirs sur ce qui va se passer dans les 2 ou 3 prochaines années. Hein. Ce sont des choses qui doivent se penser à l'échelle des siècles. Toujours est-il qu'on va de moins en moins pouvoir distinguer l'étude des groupes humains à partir des données qu'ils produisent et l'étude des groupes humains par eux-mêmes, n'est-ce pas? Parce que si c'est nous qui les produisons, pourquoi ce ne serait pas nous aussi qui les observerions ou qui en tirions les conséquences, n'est-ce pas? On peut imaginer que toutes les données émergeant de par exemple, d'une université, celles sur les étudiants, celles sur les professeurs, celles sur les cours, celles de la bibliothèque, etc., soient réunies et que progressivement émerge de cela une représentation de l'intelligence collective de l'université et que se fonde sur cette représentation partagée de l'intelligence collective des décisions ou une évolution qui lui permettent d'être plus efficace, plus ouverte, etc., plus critique. Voilà. Parce qu'au fond, on dit critique, mais critique, c'est pas critiquer au sens de dire du mal d'eux, c'est critiquer au sens d'être réflexif, n'est-ce pas? C'est-à-dire
s'observer soi-même et évoluer à partir de là. Donc, encore une fois, la révolution des sciences humaines que je vois arriver doit se penser avec un projet des Lumières numériques, n'est-ce pas? Un projet des Lumières qui serait, alors le projet des Lumières, c'était le projet de la connaissance, de l'apprentissage, etc. Mais là, ça serait vraiment, c'est l'apprentissage collectif réflexif. Voilà. Et ça serait le nouveau projet porté par les sciences humaines, le nouveau projet de civilisation. Parfait. Merci beaucoup, Pierre Lévy, pour les réponses, la générosité.